Bonjour, je suis Charlotte et vous souhaite la bienvenue dans La Tête de l'Emploi, le podcast d'Hippolyte RH qui décrypte les enjeux majeurs du monde de demain. Recherche cuisinier, serveur, aide à domicile, animateur. À quelques semaines du début des vacances, 200 000 jobs saisonniers étaient encore à pourvoir en France. Du jamais vu, commandent certains. Des difficultés de recrutement qui touchent tous les secteurs, ce qui n'est parfois pas sans conséquence sur le chiffre d'affaires et pèse sur le moral de ceux qui peinent à recruter. Pour attirer les candidats, l'innovation est la clé. Les recruteurs sont sur tous les fronts. Le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, déjà en tension depuis plusieurs années, a quant à lui perdu une grande partie de ses effectifs pendant la crise sanitaire. Horaires décalés, manque de reconnaissance, conditions de travail défavorables pour des salaires souvent inadaptés, alors le candidat quitte le navire. Sans compter sur l'arrivée de la génération Z, fraîchement débarquée sur le marché du travail, une génération plus connectée, plus mobile, plus soucieuse de son équilibre. La guerre des talents est déclarée. Pour répondre aux attentes d'un candidat pour qui s'inscrire dans un projet est la priorité des recruteurs, mène une véritable bataille que seuls ceux qui sauront rendre leur entreprise attractive remporteront. C'est donc avec Katiana Bénard que nous allons aborder ce sujet aujourd'hui, celui de la guerre des talents et en particulier du recrutement des saisonniers. Bonjour Katiana. Bonjour. Alors merci d'avoir accepté notre invitation. Katiana, vous êtes Talent Acquisition and Employer Brand Manager au sein du groupe Barrière. Barrière, c'est 32 casinos, un club de jeux, 19 hôtels, plus de 140 restaurants et bars, des spas, golf, tennis club et près de 3500 spectacles et animations par an. C'est surtout 50 métiers et 7000 collaborateurs en France et à l'international. Donc, j'ai pour habitude de commencer en posant une première question un peu plus personnelle. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre parcours professionnel ? Alors oui, donc mon parcours est assez atypique. Ma vocation, c'était pas du tout de faire de l'ARH à la base. Ma vocation, c'était d'être médecin. Malheureusement, une vocation qui, comme beaucoup de jeunes, n'arrive pas au bout et qui m'a menée vers des études de japonais. Et vers des petits jobs d'été que j'ai commencé justement dans l'hôtellerie-restauration, un univers qui m'a toujours passionnée. Puis j'ai eu la chance de partir au Japon et de travailler pour le Hilton à Tokyo. Et c'était un hôtel 5 étoiles très exigeant et avec toutes les exigences qu'on connaît du Japon. Et pendant 3 ans, j'ai été F&B manager là-bas. D'accord. Et je me suis dit que voilà, j'avais envie de reprendre mes études, de faire un master. J'ai fait un master en management hôtelier de luxe. Et de ce master, j'ai fait des stages dans des hôtels 5 étoiles sur Paris et aussi au Laos. Et je suis retournée au Laos ensuite pour mon premier emploi pendant 3 ans en tant que sales manager pour une entreprise, un réceptif qui fait des voyages de luxe dans le Laos. Donc toujours dans cet univers un peu luxe, sens du détail, importance du service client. Et en rentrant en France, pour des raisons plus personnelles, il fallait que je m'oriente, j'avais envie de retourner vers l'univers de l'hôtellerie et restauration. Et c'est là où j'ai eu une belle rencontre avec Géraldine Daubé, qui était à l'époque la directrice générale du Fouquet's à Paris. Et j'avais entendu parce que le monde de l'hôtellerie est très petit, donc j'avais entendu par beaucoup de mes amis que les équipes du Fouquet's étaient des super équipes, qu'il y avait une vraie cohésion, qu'il y avait vraiment une âme qu'on ne trouvait pas ailleurs. Et du coup, de cette rencontre, je me suis dit, bingo, je vais aller au Fouquet's et je suis devenue l'assistante de Géraldine Daubé pendant 2 ans et demi, histoire de prendre un peu de hauteur, de voir si je voulais toujours être commerciale, de voir ce que je voulais faire un peu dans nos métiers. Et finalement, je me suis rendu compte que ce que je voulais, c'était vendre notre groupe, parce que notre groupe, c'est un groupe auquel je suis très attachée. Et en même temps, il y a eu en 2018 la transformation aussi du groupe avec des nouvelles choses qui sont arrivées. Alexandre de Seine-Barrière qui a commencé à mettre beaucoup de choses en place et je me suis dit j'ai envie de faire partie de ces changements et de cette évolution du groupe. Et en même temps, du coup, le poste de responsable marque employeur et recrutement s'est ouvert et naturellement, j'ai postulé puisque c'est un peu le côté marketing et commercial de l'ARH et c'est ce que je sais faire. Donc voilà, j'ai postulé, on m'a donné ma chance et maintenant, ça fait 3 ans que j'y suis.
D'accord. Donc vous avez été embarqué dans ce parcours de l'hôtellerie et de la restauration. Donc on vient d'évoquer avec votre parcours celui de la mobilité interne, puisque finalement vous étiez au Phuket et puis ensuite vous êtes arrivé au siège. Beaucoup de managers sont arrivés, je crois, en stage ou en tant que saisonniers, et puis sur le terrain, et puis ensuite ont accédé à des postes un peu plus à responsabilité. Quelle est la politique du groupe en termes de mobilité interne ? Alors nous, on attache beaucoup d'importance à la mobilité interne, au développement des carrières de nos collaborateurs. C'est vrai qu'on a énormément de gens qui sont soit au siège ou soit à des postes à responsabilité sur les établissements, qui ont commencé job d'été, qui ont commencé en stage et qui ont tout de suite eu l'amour de nos métiers, qui ont aussi une vocation, que ce soit sur l'hôtellerie-restauration ou sur les casinos, parce que c'est des métiers qui se ressemblent un peu. On a la même passion, les mêmes vocations. Et c'est vrai que pour nous, c'est important. On suit beaucoup nos collaborateurs. Cette année, on a même lancé le mois de la mobilité où tous les collaborateurs peuvent vraiment exprimer leur volonté d'être mobiles sur un autre établissement, d'évoluer vers d'autres choses. Et on les reçoit, donc les équipes RH et les directions au siège, on les reçoit pour vraiment travailler avec eux leur parcours et voir vers où on peut les amener à travers nos établissements. Donc c'est quelque chose qui est important pour nous. Faut savoir que dans le groupe, l'ancienneté moyenne, elle dépasse les 10 ans, donc c'est quand même assez énorme. Ah oui, important. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. D'accord, donc est-ce que ça fait partie, on peut dire que ça fait partie de vos arguments pour attirer les candidats ? Je sais pas si c'est un argument, c'est plus c'est une réalité. C'est quelque chose qui est chez nous, c'est vraiment quelque chose qui est commun. Si vous êtes mobile et que vous avez pas peur de passer d'un établissement à un autre, de découvrir d'autres métiers ou même d'évoluer, vous aurez toujours votre opportunité dans le groupe. Après, c'est sûr que comme on n'a pas que des gros établissements, il faut être quand même mobile géographiquement. Oui. Souvent, mais voilà, je pense que je sais pas si je le mets en avant forcément parce que pour moi c'est tellement naturel en fait de pouvoir faire évoluer les collaborateurs s'ils en ont envie que je dirais pas que c'est un argument, c'est juste que chez nous pour le coup ça c'est une réalité. Même à l'international, du coup, quand on est en France, est-ce qu'on peut évoluer à l'international ? Est-ce qu'on peut... Alors, vous pouvez évoluer à l'international. Bien sûr, ça dépend aussi des restrictions du pays. On a des pays sur lesquels c'est beaucoup plus difficile. Je pense notamment à New York, forcément, où les visas sont plus difficiles. Par contre, sur nos établissements à Saint-Barthélemy, on a pas mal de gens qui y vont, des saisonniers qui font des saisons été ici et puis qui font l'hiver à Saint-Barthélemy, puisque les saisons sont décalées. On a des détachements de nos collaborateurs au Maroc qui qui viennent aider en France ou vice versa. Donc oui, si on peut, on le fait. D'accord, ok. Pour cette saison, le groupe recrutait 1300 saisonniers, barrière et précurseur des resorts à la française. Vous êtes aujourd'hui présent sur pas mal de côtes du pays, Deauville, Dinard, La Baule, le Touquet et d'autres. Vous devez chaque année vous préparer à l'affluence estivale en recrutant donc de nouveaux collaborateurs. Comment on s'y prend quand on doit recruter autant de collaborateurs? Comment on anticipe? Quels outils on utilise? Quelles stratégies on déploie? On s'y prend tôt, déjà. C'est la première chose. On anticipe, on apprend des erreurs, si on peut dire, des années passées. Il y a toujours des choses qu'on peut mieux faire et des choses qu'on a très bien faites. On suit aussi le contexte, parce que forcément le contexte influe un peu sur les recrutements. Mais pour nous, le plus important, c'est vraiment de travailler en collaboration étroite déjà avec les équipes marketing et communication qui nous aident beaucoup à communiquer, à faire des visuels attractifs, à mettre en avant notre groupe aussi, parce que voilà, c'est eux qui sont les plus experts dans la matière. Et puis, on est vraiment en étroit lien avec les établissements. C'est-à-dire que très tôt, on les suit, on étudie leurs besoins, on répond à leurs problématiques, on essaye de trouver des solutions innovantes pour recruter. Mais tout ça, c'est une stratégie qui se prépare plusieurs mois avant l'entrée de la saison. D'accord. Quand vous dites plusieurs mois avant, c'est une saison, ça commence par exemple la saison d'été, ça commence à partir de quand? La saison d'été, ça va être de avril à
septembre, octobre, avec les plus gros mois qui seront de juin à début septembre forcément. Mais c'est assez tendu et du coup les recrutements, on va aller commencer dès début janvier, voire fin décembre. Oui. Donc on va commencer à réfléchir à ce qu'on fait dès novembre. Et puis comme on a les saisons d'hiver aussi, du coup ça s'enchaîne. Et puis bien sûr les établissements saisonniers hiver travaillent main dans la main avec les établissements été. Puisqu'on a des saisonniers qui font les 2 saisons et qui enchaînent les 2 saisons. Donc voilà, c'est tout un mécanisme qu'on essaye d'avoir. Parfois, c'est un peu plus dur, notamment lors de la crise où on ne savait pas quand on allait ouvrir, où on ne savait pas. Donc là, ça a été vraiment assez dur pour nous parce que c'est dur de recruter quand vous ne savez pas si vous allez ouvrir et puis finalement de recruter dans l'urgence. Oui. Toutefois, cette année, on était un peu plus rodés et préparés. Donc ça a été, ça s'est bien passé. Et l'importance des partenariats avec les écoles, parce que je crois que vous faites pas mal de partenariats. Je pense que dans l'hôtellerie, la restauration, ça a toute son importance. Est-ce que j'imagine que vous recrutez aussi vos saisonniers dans ces écoles, vous puisez quelques talents Alors oui, dans les écoles, on recrute des saisonniers, on recrute aussi bien naturellement beaucoup de stagiaires, parce que, beaucoup. Non, mais parce que il y a beaucoup de cursus qui sont en stage ou en alternance, donc le but étant aussi de les faire évoluer par rapport à leur cursus à l'école. Mais on recrute aussi pas mal de jeunes en job d'été. On sait que ils ont aussi besoin d'avoir un pied dans notre univers quand vous faites même des masters et que vous tendez à avoir un poste peut-être de manager. Il est quand même important d'avoir une expérience assez opérationnelle et en fait les saisons, c'est typiquement les endroits où les jeunes peuvent s'épanouir, avoir une expérience sympa sur le CV et vivre un moment où on a des souvenirs en général qui sont assez fun après à raconter à la rentrée. Donc oui, et puis les relations écoles, c'est important pour nous parce qu'on est des métiers où justement on prend des gens confirmés, mais on prend aussi beaucoup de débutants et où la formation a toujours été quelque chose de très important. On a un devoir de transmission dans nos métiers. On fait partie des rares secteurs où vous pouvez commencer de rien et aller très très loin. Donc cette transmission, ça passe forcément aussi par les jeunes et par les étudiants. Et d'autant plus quand vous êtes RH, si on n'a pas cette passion d'accompagner les gens dans leur carrière, je pense qu'il faut changer de métier. Alors, une question que moi je me posais, mais là en ce moment on parle de main-d'œuvre étrangère. Tout à l'heure vous l'avez un petit peu évoqué, mais est-ce que le groupe fait appel à de la main-d'œuvre étrangère? On parle de main-d'œuvre même qui viendrait de Tunisie pour pallier à ces difficultés de recrutement parfois de talents. Est-ce que c'est une chose que vous pratiquez aussi ou? Alors ça nous arrive effectivement d'embaucher des gens à l'international. Toutefois, c'est pas pour pallier forcément au recrutement, c'est parce que on est ouvert à recruter des gens de tous les horizons. On a des collaborateurs vietnamiens, des polonais, mais ça reste quand même à la marge par rapport à nos saisonniers qui sont français. D'accord. Donc on ne s'interdit pas de recruter à l'étranger, mais c'est pas une fin en soi pour nous. C'est plus si le profil correspond et que les gens postulent et qu'il y a un poste à pourvoir, pourquoi pas. Pourquoi pas. On évoquait aussi la mobilité interne il y a quelques instants. Est-ce que vous avez une idée du nombre de saisonniers qui reviennent chaque année ? Alors, une idée précise, c'est difficile. Chaque année, c'est un peu différent. Ça dépend encore une fois du contexte, de beaucoup de choses. Mais on note que sur les gros établissements, on peut aller jusqu'à 25% de retour souvent. D'accord. Donc, c'est pas mal. Oui. Donc, on est assez content. C'est vrai qu'on a aussi cette chance d'avoir un établissement, enfin 2 si on compte Saint-Barthélemy, même s'il faut aller un peu plus loin, mais c'est quand même sympa en saison d'aller à Saint-Barth. Donc, il y a pire comme destination. Exactement. Donc, du coup, on a 2 établissements qui peuvent accueillir les collaborateurs sur l'hiver, donc Courchevel, notre établissement qui est Palace, et Saint-Barthélemy. Et on a ensuite les autres établissements été. Donc on a déjà d'une part ceux qui reviennent sur le même établissement tous les ans, et on a aussi ceux qui font vraiment une alternance été-hiver.
D'accord, ok. Et est-ce qu'il y a des saisonniers qui, vous l'évoquez aussi, mais qui restent après en CDI, qui soient proposés des CDI, qui ont envie de justement aller plus loin avec vous? Alors, on a des saisonniers, souvent ceux qui se voient proposer un poste, après, ça sera plus les saisonniers qui viendront en job d'été. D'accord. Et qui finalement, après, trouveront un poste qui correspond à leur cursus ou qui leur correspond sur l'année ou peut-être dans une autre région. Après, la population saisonnier, ça arrive, mais c'est quand même des gens qui ont aussi choisi un mode de vie, qui est la saison. Et on a des établissements où on a... qui vivent vraiment au rythme des saisons et qui n'ont pas besoin d'avoir un nombre important de gens à l'année puisqu'on ferme certains établissements hors saison. Donc ça nous arrive, mais je pense que ça va être plus sur des profils vraiment étudiants qui après ont goûté au monde du casino ou ont goûté au monde de l'hôtellerie-restauration et qui du coup resteront pour un CDD ou un CDI ou qui reviendront même en alternance après sur l'année d'après. Ok. Comment vous développez votre attractivité pour mieux séduire ces jeunes ? Parce que on le sait, c'est compliqué de les attirer. Aujourd'hui, il y a des milieux qui font, enfin, il y a aussi des choses qui font rêver en hôtellerie-restauration et d'autres un petit peu moins. Le rythme, le travail le week-end, notamment aussi parfois des journées un peu compliquées. Est-ce que ça, vous travaillez sur cette image ? Est-ce que comment faites-vous pour rendre attractifs ces postes finalement ? Déjà, on est transparent. D'accord. C'est-à-dire que on n'a pas... Enfin, c'est vrai qu'on dit souvent que nos métiers sont un peu perçus comme des métiers très, très durs, des métiers pénibles. Et en fait, personnellement, je trouve pas. Je trouve que c'est des métiers, oui, on a des horaires décalés. Oui, on a un rythme de vie différent où il y a une exigence qui est peut-être perçue comme une exigence très dure, mais en même temps, c'est une exigence... Moi, si j'ai commencé dans la hôtellerie-restauration, c'est justement pour ce sens du détail, cette exigence, cet amour du client. Et je trouve que c'est dommage, justement, que ce soit ces choses-là qui soient mises en avant, alors qu'encore une fois, on est des métiers où vous pouvez évoluer et avoir une carrière fantastique, où votre métier, quand même, donner du plaisir aux gens. Et je pense que c'est pas donné à tous les métiers de faire naître des émotions comme dans nos métiers, que ce soit dans les hôtels, dans les restaurants, dans les casinos. C'est plein d'émotions qu'on fait partager à nos clients et qu'on partage entre nous aussi tous les jours. Donc déjà, la première chose qu'on fait, c'est en parler et voilà, d'être transparent avec les jeunes générations et de leur dire, alors oui, vous allez travailler certains week-ends, oui, vous allez avoir des horaires décalés, mais vous allez vivre des choses extraordinaires. Donc déjà, c'est le premier point. Bien sûr, ça ne suffit pas. Donc on a mis en place aussi beaucoup d'avancées, comme on garantit des week-ends tous les ans à nos collaborateurs. Donc on garantit 5 week-ends par an. Donc pour être sûr que voilà, tous les collaborateurs qui le souhaitent aient des week-ends. On majeure les heures de nuit. On met en place vraiment plein de choses pour aussi être plus attractif et donner un peu plus envie de nous rejoindre. On fait aussi beaucoup de communication. On n'hésite pas à faire intervenir des professionnels de nos métiers pour qu'ils interviennent auprès des jeunes et qu'ils partagent, en fait, même sans les former, juste partager leur passion. D'accord. On travaille parfois avec aussi des associations par exemple qui travaillent sur l'insertion des jeunes dans les quartiers. D'accord. Et qui sont des jeunes qui souvent n'osent même pas passer la porte de nos établissements parce que on est luxe et parce que ça fait peur. Ils se sentent pas à la hauteur finalement. Oui, c'est une image en fait qu'on envoie parce que oui, effectivement, on est un monde luxueux, on est un monde où l'apparence et le sens du détail peut jouer, mais en fait derrière c'est pas du tout ça. On est un monde qui fait rêver et typiquement aller parler à ces jeunes, faire intervenir des professionnels en cuisine, des croupiers, des directeurs restauration, ça leur montre en fait qu'on a des super métiers et que c'est accessible et puis on partage nos parcours. On est plusieurs d'ailleurs à venir, moi la première de quartier un peu sensible comme on les appelle. Donc voilà, même partager notre parcours et de dire moi aussi je viens
de tel quartier et pourtant j'ai passé les portes et tout le monde me dit mais tu es folle et finalement j'en suis là aujourd'hui parce qu'en fait c'est des préjugés qu'on a et donc c'est voilà, pour attirer je pense qu'il faut être transparent, faut communiquer et puis il faut aussi qu'on se rende compte que voilà, pendant des années on a peut-être été un peu en retard sur certaines choses et là du coup on met les bouchées doubles pour rattraper aussi les choses. Mmh. Et sur certains, enfin, j'avais vu que sur certains établissements, vous poussez même la réflexion encore plus loin avec des partenariats de covoiturage, des prêts de vélo, des logements de qualité pour vos saisonniers. Est-ce que ça participe à l'expérience barrière quand on... Oui, bien sûr. Nous, on part du principe qu'un saisonnier doit être traité de la même manière que nos CDI. C'est des collaborateurs à part entière. Pour certains, ils sont là pendant 6 mois. Ceux qu'enchaînent les saisons, du coup, finalement, ils sont là toute l'année. Juste qu'on les voit pas dans le même établissement, donc on s'en rend pas compte, mais c'est un collaborateur à l'année, finalement. Du coup, c'est important pour nous que ils aient une super expérience et en effet on essaye d'avoir des logements assez confortables. On rénove de plus en plus nos logements saisonniers. On fait des partenariats avec des organismes dans les régions pour qu'ils aient accès à des tarifs réduits dans certains restaurants du coin, pour qu'on leur fait faire des activités. On travaille aussi beaucoup les intégrations pour que les saisonniers soient formés. On a un formateur interne, donc nous en fait on a un organisme de formation qui est certifié Calliope, qui est Campus Barrière, et dans cet organisme de formation, on a des formateurs internes, et on a un formateur interne qui se déplace sur chaque saison, sur chaque établissement saisonnier, pour vraiment former les saisonniers au savoir-être, au savoir-faire barrière, et en fait... Comme ça, ils en ressortent aussi avec autre chose. Ça se trouve, quand on parlait des jeunes, ça se trouve finalement, ils feront pas leur carrière dans l'hôtellerie-restauration, mais au moins, ils auront cette âme barrière et cette formation. Et pour nous, c'est important. Et qui sait, ils reviendront peut-être dans un autre métier, rien à voir, mais chez nous. Donc, c'est important pour nous et effectivement, ça joue aussi sur notre attractivité d'offrir tout ça aux saisonniers. Oui, donc en fait, vous leur offrez une expérience un peu comme celle que vous offrez l'expérience barrière comme celle que vous offrez à vos clients. Exactement, on essaye de faire une symétrie des attentions et de faire vivre vraiment aux saisonniers ce qu'on aimerait nous vivre et ce qu'on veut faire vivre, ce qu'on veut faire vivre aux clients. Et on a même mis en place une prime de retour pour les saisonniers. D'accord. Donc plus vous venez, plus votre prime de retour augmente et au bout d'un moment, ça vous fait pratiquement un 13e mois, ce qui est pas négligeable. Donc on essaye aussi qu'ils passent un bon moment, mais qu'on pense surtout aussi aux jeunes. Ça leur fait quand même de l'argent pour leur année scolaire et puis même ceux qui sont pas étudiants, mais c'est toujours agréable d'avoir des avantages qui peuvent les rapprocher finalement d'une vie en CDI, en leur laissant leur liberté de saisonnier, parce que voilà, être saisonnier, c'est pas forcément facile, c'est un train de vie que voilà, on choisit et il faut être sûr que ce soit fait au mieux pour... D'accord. Donc, transparence, communication, aussi des primes à la fidélité, etc. Une attention particulière, une expérience autour de la marque employeur. Est-ce que c'est compliqué de cibler ces jeunes? Comment vous faites? Est-ce que vous utilisez des canaux peut-être un peu différents en marge de ceux qui étaient utilisés auparavant? Je pense aux réseaux sociaux en particulier. Alors oui, on va utiliser des nouveaux canaux. Déjà, on va repenser la façon dont on communique avec la façon, un peu le wording qu'on utilise pour les saisons, nos visuels. Et puis après, sur les job boards, forcément, on va chercher à recruter sur d'autres canaux et les réseaux sociaux en font partie. C'est vrai que maintenant, vous atteignez pas les mêmes profils. Les jeunes sont beaucoup dans l'instantanéité. Donc, les recruter sur Instagram, TikTok, Spotify, c'est un peu le renouveau de nos métiers. Donc on le fait et on est assez content parce que même pour nous et pour les RH en local, c'est assez sympa finalement, c'est nouveau. On essaye de chercher des innovations comme ça et puis en même temps ça nous permet d'avoir des nouveaux profils. D'accord, ok.
Ok, un autre point dont on n'a pas parlé, mais peut-être que ça concerne peut-être un peu plus, après vous me direz peut-être le contraire, mais un peu plus, on va dire, les salariés à l'année. Les candidats sont souvent sensibles aux politiques RSE. Qu'est-ce que vous mettez en place, vous, chez Barrière, sur l'égalité homme-femme, sur l'environnement, sur est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place par rapport à ça? Alors oui, nous, on a un service dédié du coup à la RSE qui s'appelle Planète Barrière. Donc on a une stratégie RSE à 3 ans qui est portée sur 6 piliers, 20 enjeux, 40 engagements et 60 indicateurs de suivi. Donc chaque établissement est suivi du coup sur ses KPIs sur l'année. Dans chaque établissement, il y a un responsable développement durable qui a été nommé pour être sûr que du coup ces indicateurs soient bien suivis. Et donc il y a des actions sur le maïs responsable, la cuisine locavore, sur le bien-être des collaborateurs, bien sûr, ça fait partie des piliers. Je pense que je vais en oublier parce que comme vous l'avez vu, c'est pas moi la directrice de la RSE. mais en tout cas on fait beaucoup de choses que ce soit au sein de nos établissements que pour les collaborateurs ou en associatif. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui sont faites au niveau du groupe. On a d'ailleurs à Ribeauvillé un hôtel qui est 100% chauffé avec des biogaz naturels par exemple. Donc qui a un super spa d'ailleurs, je vous le conseille. Merci mais voilà, donc il y a beaucoup de choses qui sont mises en place et sur les prochaines années, on travaille en collaboration. Donc la directrice de la RSE qui est Agnès Lahana et moi-même pour travailler sur la partie diversité-inclusion. Donc on retravaille toute notre charte diversité-inclusion pour s'assurer, comme j'ai dit, qu'on accueille au maximum des profils issus de tout milieu et que on arrive à couper cette image du luxe et du fait que voilà c'est compliqué d'entrer dans le luxe, donc ça va être nos grosses réflexions sur les années à venir, même si on le fait déjà bien sûr auprès des jeunes. On travaille aussi beaucoup sur la fin de carrière des seniors, comme j'ai dit, on participe, on a c'est souvent les grands oubliés, les seniors. Finalement on parle souvent des jeunes et les seniors on les met un peu de côté. Donc là, on travaille encore plus justement. On va faire un focus parce qu'on a fait un gros focus sur les jeunes. Donc là, on va faire un focus sur les seniors. C'est important. Comme j'ai dit, on va faire aussi un focus pour aller présenter notre groupe à des gens à des profils qui n'ont pas l'habitude de penser à nous. Donc j'ai parlé des quartiers, mais on a aussi fait un salon qui recrute les anciens sportifs pro ou semi-pro qui justement quand leur carrière est finie, se posent des questions. Où je vais, qu'est-ce que je vais faire, à quoi servent mes compétences. Et donc voilà, nous on est allés au salon pour parler avec eux, leur dire que toute votre vie vous avez fait finalement du commercial, de l'événementiel. Donc regardez, vous pouvez venir chez nous parce qu'on a des métiers qui se ressemblent et on a des valeurs qui se ressemblent. Donc voilà, c'est tout. Plein de petites actions qu'on fait au quotidien et que finalement on veut rassembler vers une vraie stratégie qui tend vers la diversité et l'inclusion et que ce soit vraiment efficient sur tout le groupe et partout. D'accord. Alors, les saisonniers, on l'a dit, appartiennent bien souvent aux jeunes générations, la génération Y et Z. Comment avez-vous abordé, même si vous avez déjà en partie répondu, mais abordé l'arrivée de ces nouvelles générations qui sont finalement plus connectées, plus mobiles, qui ont besoin de cet équilibre, qui sont en attente de cet équilibre vie pro et vie perso. J'ai vu que, par exemple, vous aviez travaillé sur le sujet avec d'autres établissements. Est-ce que ça vous arrive souvent, justement, de mettre en commun vos expériences avec les autres établissements, d'échanger sur cette problématique qui est quand même d'aborder une nouvelle vision, je dirais même peut-être aujourd'hui un marché du travail en pleine mutation. Comment abordez-vous cela ? En effet, déjà ça me fait toujours sourire quand on parle de la guerre des talents et de la concurrence, parce qu'en fait j'ai envie de dire, on est tous dans le même bateau. C'est pas Barrière qui n'arrive pas à recruter ou une autre marque qui n'arrive pas à recruter, c'est l'hôtellerie-restauration qui n'arrive pas à recruter. Comme on a aussi des pénuries sur certains métiers en casino par exemple. Et en fait,
quand on dit que l'hôtellerie, par exemple, c'est une grande famille, et c'est le cas pour les casinos, encore une fois, c'est qu'on se parle tous et qu'on est ensemble et qu'on réfléchit ensemble à essayer de un peu redorer l'image de nos métiers, si j'ose dire, et de communiquer, encore une fois, d'être transparent, donc entre marques, entre groupes, et même avec les hôtels indépendants, on se parle, on essaye de trouver des solutions, on travaille main dans la main avec les écoles aussi, qui nous posent des questions, qui adaptent leur cursus peut-être à nos besoins aussi quand on leur demande. Donc oui, ça nous arrive souvent et on a finalement, il n'y a pas cette notion de concurrence, il y a cette notion de, on veut tous donner du plaisir à nos clients, tous à notre façon, on a tous notre âme, tous notre marque, et voilà, mais tout ce qu'on veut, c'est que les gens retrouvent cette passion pour nos métiers qui a été un petit peu perdue ces dernières années. Donc oui, effectivement, c'est quelque chose qu'on fait souvent. Et puis maintenant, pour attirer, comme vous le demandiez, les jeunes, eh bien, oui, ils sont différents, mais ils sont différents, mais pas tant que ça, j'ai envie de dire. Cette histoire de génération, c'est vrai que moi, j'ai un peu du mal à mettre les gens vraiment dans des cases. Toutefois, l'équilibre vie pro, vie perso, typiquement, j'ai pas l'impression qu'elle soit si marquée. Nous, c'était vraiment, j'avais l'impression, la journée de travail et le soir, le repos. Eux, c'est plus de l'indépendance. C'est-à-dire, ils veulent pouvoir être connectés quand ils le veulent, mais pouvoir être libres quand ils le veulent. Donc, finalement, c'est pas un équilibre tranché comme nous, c'est que ça s'entrecroise tout au long de la journée. S'ils veulent prendre une journée pour être plus cool dans la semaine, ils préfèrent, mais peut-être que pendant les vacances, ils vont plus regarder leur téléphone que nous. Enfin, c'est pas la même façon, finalement, de gérer leur équilibre et leur temps, ce qui est top quand on travaille au siège et ce qui, forcément, peut poser un peu de problème quand on est en opérationnel, parce qu'en opérationnel, vous êtes là sur le terrain avec les clients et vous êtes moins peut-être flexible sur cette façon de voir les choses au travail. Toutefois, nous, ce qu'on essaie aussi de faire, c'est d'être très connectés. Nous, on est quand même assez dans le digital. On est tous connectés. Tous les collaborateurs barrières, on a une adresse mail. Ils sont tous équipés pour pouvoir se connecter à des ordinateurs sur le terrain. Et on essaie au maximum que les collaborateurs puissent avoir accès à tout sur leur téléphone, sur leur ordinateur, pour aussi répondre aux besoins maintenant technologiques, surtout des jeunes générations, effectivement. En termes de mobilité internationale, est-ce que ces jeunes-là, vous leur proposez d'aller sur le terrain à l'international ? Vous l'avez un peu dit tout à l'heure, mais... Encore une fois, ça dépend. Ça dépend de si ça leur demande, ça dépend de si on peut, sur quel poste. Finalement, c'est comme avec nos autres collaborateurs, on fait pas de distinction jeunes étudiants, collaborateurs, on répond juste aux besoins et aux attentes. Donc si on peut, on le fait. On a aussi des jeunes du coup qui sont pas forcément là en alternance ou en stage ou en saison, mais qui sont là, qui sont juste jeunes et qui travaillent, et qu'on envoie, si on le peut, en détachement quand on a des bons profils aussi. Ce qu'on fait, c'est que pour mettre en valeur leur travail, on les envoie former 1 ou 2 semaines. Les collaborateurs du coup à l'international qui n'ont pas forcément les codes barrières ou les codes du service à la française tout simplement, et ça va être ces collaborateurs là qui vont être détachés et envoyés sur place. Donc c'est aussi une forme de remerciement, c'est pas les envoyer pour avoir un CDI à l'international, mais c'est juste les envoyer quelque temps pour qu'eux aussi fassent cette chose qu'on aime, ce travail de transmission, ce travail de partage de valeurs, et donc généralement c'est toujours assez valorisant d'être choisi pour aller former d'autres gens à une ouverture. Si on parle du leadership, il y a c'est surtout en cuisine, mais il y a ce fameux oui chef qui se rapproche beaucoup quand même des troupes militaires, de quelque chose de quand même très cadré, etc. Est-ce que les jeunes générations ont du mal ? Est-ce qu'elles ont finalement pas besoin d'un peu plus de reconnaissance, de bienveillance, de travail d'équipe ? Est-ce qu'elles sont pas plus demandeuses de ça ? Est-ce que vous, dans les recrutements que vous faites, vous sentez ce genre d'attente ? Je saurais pas vous répondre, je pense que ça varie vraiment d'une personne à une autre. C'est vrai qu'on a des métiers qui sont réputés pour être très durs, qu'on a des titres de poste qui sont assez militaires, effectivement, et le fameux oui chef, mais moi j'ai toujours appelé mes chefs, mais ça les a pas empêchés de m'apprendre beaucoup de choses, qu'on ait une équipe qui ait une pleine cohésion, qu'il y a de la transmission. En fait, c'est plus...
C'est plus une espèce d'habitude et de réflexe dans nos métiers. Mais je pense que ça n'empêche pas nos managers d'être des bons managers et justement on forme nos managers pour qu'ils répondent à nos valeurs. On a Campus Barrière a tout un cursus pour les managers pour justement leur faire suivre des validations, pas validation d'acquis, mais pour leur faire suivre des cours pour qu'à la fin ils soient estampillés vraiment leader barrière, qu'ils répondent à tout ce qu'on leur demande sur la transmission, la bienveillance, la reconnaissance. La reconnaissance c'est aussi quelque chose que nous on fait puisqu'on met en place beaucoup de choses à côté. Donc voilà, je sais que ça peut en surprendre. C'est vrai que c'est le oui chef, ça reste quelque chose d'assez particulier, mais en même temps, moi je trouve que c'est plus anecdotique et que ça n'empêchera jamais que si un manager est bienveillant et il le sera oui chef ou pas oui chef. D'accord, oui, c'est une tradition en fait. Un peu. Donc on a parlé du phénomène du Be Quiet aux USA avec 20 millions de salariés qui ont quitté leur emploi. En France, on a vu ce phénomène arriver aussi un peu en début d'année. Est-ce que vous l'avez ressenti ? Alors oui, comme je le dis souvent, je trouve qu'on parle souvent du Covid et que c'est à cause du Covid qu'on en est arrivé à cette pénurie dans nos métiers et à une certaine vague de démissions. Moi, je pense que c'était plutôt une espèce de bombe à retardement. On a toujours eu un peu de pénurie dans nos métiers. C'est juste que là, la crise sanitaire a fait un peu exploser la bombe. Mais c'était latent et oui, on l'a ressenti. Mais après, c'est pas grave. Chacun, si les gens se sont rendus compte que c'était plus ce qu'ils voulaient faire, c'est à nous après d'aller chercher, comme on l'a dit, de nouveaux profils, de nouvelles personnes qui ont envie de travailler dans nos métiers et qui ont cette vocation. On n'a pas vocation à enfermer nos collaborateurs pieds et poings liés. Donc voilà, donc on l'a ressenti, mais j'ai envie de dire, c'est à nous de s'adapter et d'évoluer et de faire en sorte de relever ce challenge. Mais en tout cas, oui, bien sûr qu'on a quand même senti une vague de fuite sur nos métiers. Vous allez ouvrir un nouvel établissement à New York à la fin de l'été. Comment vous préparez le recrutement ? Alors, on a au niveau du siège, on a un poste du coup de coordinateur, en l'occurrence coordinatrice, qui gère les relations entre les services du siège et l'international et qui gère notamment tout ce qui est les parties recrutement des équipes managériales et les formations où on envoie du coup les collaborateurs français former les collaborateurs à l'international et un peu mettre en place une ouverture. Donc ça va être le premier step, ça va être pour nous de recruter l'équipe managériale. Une fois que l'équipe managériale est en place, à New York, on a une DRH qui est super, qui s'appelle Sigourney et qui s'occupe des recrutements en local. Donc après, chaque pays a ses spécificités. Donc c'est pour ça que nous, on recrute sur place les DRH pour que ils soient vraiment à même de suivre les spécificités du pays et de recruter au mieux les équipes. Donc nous, c'est plus un travail en amont, un travail et puis après de veille de loin. Quand il y a besoin, on accompagne. Moi, je partage tous les visuels qu'on fait pour le recrutement. Je leur partage des tips. S'ils ont besoin, ils nous appellent. Enfin, on a vraiment une vraie proximité entre les équipes du siège et les équipes en local. Maintenant, après, c'est quelque chose qui est aujourd'hui à leur main. D'accord. Comment vous voyez l'évolution des métiers de l'hôtellerie et de la restauration d'ici 10-15 ans ? Parce qu'il y a il va y avoir une transformation un peu majeure des emplois, un défi un peu technologique, on va dire. On en parlait un tout petit peu, mais tout ce qui est 3D, tout ce qui est métaverse, finalement, les compétences vont vite être obsolètes. Comment voyez-vous ce changement d'ici 10-15 ans ? Je trouve que c'est difficile à se projeter sur nos métiers, peut-être moins sur les casinos, parce que les casinos ont réfléchi déjà sur une stratégie sur le futur des casinos et ce que ça va être, et on construit la stratégie autour de ça. Toutefois, sur les métiers de l'hôtellerie et restauration, c'est plus dur à se projeter puisque l'humain va toujours primer sur le digital.
Donc pour moi, vous dire à quoi va ressembler nos métiers dans 10 à 15 ans, je pourrais pas vous dire. Je pense que ça va être l'environnement qui va changer, les outils et le lieu en lui-même qui sera peut-être plus digitalisé, peut-être plus, je sais pas, plus immersif. Mais nos métiers, je pense que vous pouvez pas donner le sourire aux gens si vous êtes pas là. Oui. C'est un peu compliqué. Même le service, j'ai vraiment du mal à me projeter autant sur des métiers comme les nôtres, très back-office, comme on dit. Oui, on peut se projeter. Sur les métiers de l'hôtellerie-restauration, sincèrement, j'ai hâte de voir, mais je pense que ça sera plus un changement d'environnement qu'un changement de compétences profondes dans nos métiers. D'accord. Alors justement, concernant votre métier, l'évolution de votre métier, vous le voyez comment? Vous l'imaginez comment avec l'arrivée de toutes ces nouvelles technologies, avec ce changement, cette profonde transformation du monde du travail? Je pense que déjà, ça a déjà commencé pour nous, notamment à RH. On le voit rien que par mon métier. Mon métier, il y a quelques années, il y avait très peu d'entreprises qui avaient des responsables marque employeur. Maintenant, il y en a beaucoup un peu partout parce que on s'est rendu compte que c'était très important non seulement de savoir communiquer sur son groupe, mais aussi de travailler sur le bien-être des collaborateurs parce qu'il y a les deux pans. Je le vois aussi parce que les RH maintenant en local, je les forme aux réseaux sociaux, au marketing, à la communication. Et avant, c'était très administratif. Et maintenant, en fait, non, elles deviennent aussi un peu, enfin, elles deviennent aussi des commerciaux. Ça serait aller loin parce que quand vous êtes vraiment fier de votre groupe, comme on l'est pour la plupart, vous faites pas le commercial parce que vous avez rien à vendre. Vous dites juste ce que vous ressentez. Enfin, en tout cas, c'est le cas pour moi. C'est déjà bien. Mais vous avez besoin, d'avoir des notions de marketing, de communication, de savoir utiliser des réseaux sociaux. Et de plus en plus, je pense que les RH vont tendre vers des outils digitaux. Il y a déjà des entreprises. Ça va être plus des entreprises qui recrutent vraiment des personnes dans la tech, etc., mais qui font des salons dans le métaverse. Nous, on n'en est pas encore là. Mais voilà, je pense qu'il va falloir se mettre à beaucoup d'innovations. Et justement, dans notre travail sur la diversité et l'inclusion, on a aussi un pan qu'on travaille sur l'inclusion numérique. D'accord. Parce que c'est important de pas laisser derrière des super talents, mais qui sont pas à l'aise avec le numérique. Donc ça va être aussi ça un gros challenge, je pense. Ah oui, donc c'est quand même une notion que vous prenez bien en compte. Oui, bien sûr, parce que on sait que un cuisinier, les PC, généralement, c'est compliqué. C'est pas ce qu'il adore. Mais en même temps, de plus en plus, il y aura pas le choix, surtout si vous êtes manager, que vous voulez qu'il y ait des super outils pour manager le planning de vos équipes, qui est en 3 clics pour plein de choses. Et plus ça va aller, plus on aura des super outils qui vous facilitent la vie, mais sauf que si vous ne savez pas les utiliser, ça vous facilite pas du tout la vie. Donc oui, l'inclusion numérique, c'est super important. D'accord. Donc vous ferez des formations par rapport à ça, vous Exactement. mettez en place des formations. On en a déjà fait quand on a lancé, justement, quand on a déployé Google sur tout le groupe. On est connecté sur plein d'outils et on a fait des formations. Et là, on recommence tous les ans à faire des formations pour ceux qui en expriment le besoin. Justement pour aider à pallier. Et je pense qu'aussi il y a un grand travail à faire de transmission des seniors vers les jeunes pour leur expérience, mais des jeunes vers les seniors justement pour les accompagner dans l'inclusion numérique. Donc c'est quelque chose qu'on réfléchit aussi beaucoup. D'accord. Et je terminerai là-dessus. Katiana, quelles sont à vous vos envies, vos souhaits pour les années à venir ? Aucune idée. Je pense que c'est... Vous laissez porter par... Ça ressemble beaucoup à mon parcours que je vous ai décrit au tout début. C'est que je sais ce que je ne veux pas, mais je sais souvent ce que je veux. Enfin, je sais pas souvent ce que je veux non plus, donc je me laisse porter. Mes envies, c'est juste que les gens comprennent qu'on a des métiers extraordinaires et que chacun puisse en parler avec autant de passion que moi. Et mon envie, c'est que notre groupe brille encore des années et des années. Là, c'est nos 110 ans cette année. Ouais. Donc j'espère fêter les 120 et que ça va continuer longtemps. Merci. Merci pour Barrière. et puis voilà. Après, en vie personnelle particulière, rien pour le moment. D'accord, ok. Bon merci Katiana pour votre accueil. Avec grand plaisir.
Voilà, c'est la fin de cet épisode de La Tête de l'Emploi, qui, je l'espère, vous aura plu. Je remercie encore Katiana Bénard d'avoir accepté notre invitation. Tous nos podcasts sont à retrouver sur les plateformes d'écoute et sur Hippolyte RH. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. À bientôt.